Bonjour Dominique, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir chez toi à Paris. J'ai voulu t'inviter parce que tu es journaliste, essayiste, spécialiste du Proche-Orient s'il en est, auquel tu as consacré de nombreux ouvrages. J'ai voulu t'inviter à la suite de ce qui s'est passé samedi et des conséquences que ça a eu, donc cette attaque du Hamas contre des cibles israéliennes, plusieurs cibles israéliennes, la prise de plus de 150 otages qui sont encore otages aujourd'hui. Euh, Comment est-ce que, ce sera ma première question, comment est-ce que toi tu lis ce qui s'est passé, ou plutôt comment tu le qualifies, parce qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui, je parle depuis la France, hein, de comment est-ce qu'on qualifie ce qui s'est passé samedi. Une remarque liminaire, si tu veux bien, hein. Ensuite, on verra selon tes questions. Je crois qu'on ne peut pas, ni là ni ailleurs, faire deux poids, deux mesures. Autrement dit, toute attaque contre des civils, qu'ils soient palestiniens ou qu'ils soient israéliens, c'est un crime de guerre. Alors il y a eu déjà beaucoup de crimes de guerre, commis en l'occurrence par les militants du Hamas, mais il y en a aussi qui se développent sous nos yeux à Gaza. Dans un cas comme dans l'autre, ce qui m'obsède, ce sont les hommes, les femmes, les enfants qui sont pris otages d'un conflit, mais qui ne devraient pas y avoir part. Il y a un enjeu sur est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut qualifier cette attaque de terroriste? À mon sens, oui, mais donne-moi Pas ton cette attaque, les deux. Les deux, exactement. C'est-à-dire le fait d'avoir, par exemple, tué, semble-t-il, sous réserve de vérification, 260 jeunes Israéliens qui étaient réunis pour une fête de la paix, c'est du terrorisme. Et le fait de bombarder, comme Israël le fait depuis samedi soir et dimanche toute la journée, et en ce moment, des immeubles d'habitation à Gaza, c'est du terrorisme. On ne peut pas être un être humain sensé sans avoir, et sensible, sans avoir préalablement à toute analyse cette affirmation d'humanité. Je répète, c'est un problème d'humanité. Maintenant qu'on a qualifié ce qui s'est passé samedi, la question qui vient, c'est est-ce que tu es surpris par ce qui s'est passé, ou est-ce que c'est juste la conséquence d'une dégradation terrible de la situation en Israël-Palestine? Je vais te dire franchement, les observateurs en France qui ont été surpris, ou qui l'ont dit, je pense surtout aux toutistes. Tu sais, ces fameux observateurs qui savent tout sur tout, et rien sur rien. Ils se moquent du monde. Depuis le 1er janvier, Israël a un gouvernement qui est le plus anti-palestinien, le plus belliciste, le plus annexionniste de l'histoire depuis 1948. Et il faudrait que les Palestiniens ne réagissent pas. Ils ont eu 250 morts depuis le 1er janvier. Des jeunes Palestiniens pour l'essentiel. Ils ont eu des pogroms commis par des colons dans des villes palestiniennes, je pense à Ouara en particulier. Il y a eu des raids massifs de l'armée contre une ville qu'on peut qualifier de martyre, qui est Jenin. Il y a eu, sous la houlette d'Itamar Ben-Gvir, cette montée sur l'esplanade des mosquées de centaines et de centaines de colons, y compris des tentatives de sacrifice sur les lieux saints musulmans. Tout cela ne pouvait pas ne pas avoir d'effet. À un moment donné, les choses éclatent. Au fond, c'est la politique du gouvernement Netanyahou, notamment du dernier, qui revient comme un boomerang sur Israël. Et effectivement, on peut penser à un parallèle entre la guerre de Kippour, qui est une attaque pendant une fête religieuse, comme cette fois-ci, et qui donc profite d'une situation. Avec cette différence énorme, c'est que la guerre de Kippour, c'était des États. L'Égypte et la Syrie, avec leurs armées, qui attaquaient Israël et son armée. Il y a eu des civils qui sont morts, mais je veux dire, l'objet était un conflit entre États. Là, c'est un conflit qui implique, qui prend en otage des civils. Je parle des
Israéliens pris en otage par le Hamas, je parle aussi de la population palestinienne prise en otage par Israël et par le Hamas. Néanmoins, de ce que j'ai lu dans les médias, hein, puisque moi c'est ma source d'information sur ce qui se passe là-bas, je vois que le Hamas a l'air relativement en tout cas les actions du Hamas de samedi ont l'air relativement soutenues par la population palestinienne, notamment par la jeunesse palestinienne. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas parce que pour des jeunes Palestiniens, ils sont nés après Oslo. On leur dit Oslo allait amener la paix. Ils savent que non. Que tous les gouvernements israéliens, sauf celui d'Yitzhak Rabin, mais comme on sait, il a été assassiné par un juif d'extrême droite, religieux, ultra-religieux. Tous les gouvernements israéliens ont refusé, quelles que soient les formes, une négociation de paix en bonne et due forme. Et malheureusement, les capitales occidentales, américaines, aussi européennes, et notamment Macron, pour le dire clairement, n'ont rien fait, n'ont pas bougé le petit doigt. Donc je crois vraiment que il y a une rage qui s'exprime. Mais, je le répète, la rage c'est une chose, même quand elle est justifiée. Le droit à la résistance de tous les peuples, c'est dans la charte de l'ONU, ça n'autorise pas à commettre des crimes. Et des exactions absolument terribles. Il y a aussi eu, et elle est en cours d'ailleurs, la riposte de la part de l'État israélien à ces attaques du Hamas, avec un discours samedi de Benjamin Netanyahou qui était particulièrement martial et agressif, où il a vraiment pointé du doigt à la fois Gaza, les Palestiniens, et il est à craindre, et d'ailleurs elle a déjà commencé, hein, cette opération contre notamment les Gazaouis, il est à craindre des bains de sang en fait, enfin je veux dire une purge de la bande de Gaza. Que doit la communauté internationale, hein, puisque nous ne sommes pas israéliens, nous ne vivons pas en Israël, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on doit s'opposer au discours de Benjamin Netanyahou? Franchement, le caractère belliciste, violent du discours de Netanyahou, c'est l'aveu de la catastrophe que représente pour lui l'opération du Hamas, telle qu'on la juge. Mais le fait est que, une fois encore, l'hubris israélienne, l'espèce de vertige de puissance, a trompé les dirigeants israéliens sur la capacité de leurs victimes, je répète, depuis 75 ans, à se défendre et à attaquer, y compris d'une manière qu'on peut critiquer, et je la critique. Donc il y a là Benjamin Barth a fait un papier formidable dans Le Monde, c'est une catastrophe sans précédent pour l'appareil militaire et politique israélien. Cela étant dit, moi, comme tu le sais, je pense que les historiens sont plus intelligents pour parler du passé que de l'avenir. Moi, je ne me prends pas pour Madame Soleil, donc je n'ai pas d'avis. Je vois que les Israéliens vont vouloir une vengeance. Quand je dis les Israéliens, c'est les dirigeants, mais aussi les gens, vu l'horreur de ce qui s'est passé. Je sais aussi qu'il y a 150 otages. En Israël, les otages, on en prend soin. Je veux dire, quand c'est des juifs qui sont otages. Donc c'est difficile à imaginer. Moi, je crois qu'il faudrait revenir, plutôt que de tirer des plans sur la comète, sur ce que voulait le Hamas. C'est une question intéressante. La première chose... Ils veulent la guerre. Non, il faut essayer de... autant qu'on le peut, de bien comprendre quels étaient les objectifs. Parce que, je l'ai dit hier soir à France Culture, c'est une opération à tiroir. Le premier tiroir, c'est clair, c'est traumatiser les Israéliens. C'est la même erreur que le Hamas a faite au moment de la seconde intifada, avec ses attentats kamikazes, qui au lieu de gagner pour la cause palestinienne des soutiens, a fait basculer une partie importante de la société israélienne vers la droite et l'extrême droite, on le voit. Ce qui s'est passé entre 2000 et 2005 est un élément essentiel dans l'histoire du conflit.
notamment au niveau idéologique. Donc, premier objectif, premier tiroir, c'est traumatiser les Israéliens. Je crois que c'est fait. Sauf que les effets, à mon avis, seront sans doute très négatifs. Deuxième objectif, c'est d'enfoncer l'autorité palestinienne et Abbas. C'est-à-dire d'aller dans le sens de ce qui se passe depuis longtemps, c'est-à-dire un discrédit d'une direction palestinienne qui collabore avec Israël dans la gestion quotidienne de l'occupation, et y compris sur le plan sécuritaire. Même si Abbas a mot couvert validé l'opération du Hamas. Hein. Oui, mais il valide depuis des années et des années l'occupation israélienne. Donc on est dans quelque chose que nous connaissons, on en a déjà parlé. C'est pas un homme, hein, c'est une couche de dirigeants qui sans doute font plus de business avec l'occupation qu'ils n'en feraient dans un État indépendant. Ça explique sans doute la dérive de l'autorité. Troisième objectif du Hamas, très important, empêcher ce qui se dessine, c'est-à-dire un ralliement de l'Arabie Saoudite aux accords d'Abraham. C'est pas une affaire simple. Jusque-là, Mohammed Ben Salman n'a pas voulu mettre sa signature au bas de celle des États arabes, des Émirats arabes unis, du Maroc, etc. Et on sentait ces derniers temps qu'il y avait une pression forte sur Netanyahou de la part de Biden pour faire en sorte de cimenter, je dirais, de compléter, de cimenter les accords d'Abraham. Le Hamas a certainement pensé que dans un bain de sang pareil, j'entends le bain de sang en Israël et le bain de sang à Gaza, il serait très difficile à quelques dirigeants arabes que ce soit, mais surtout aux Saoudiens, de s'en mêler. Donc on voit que c'est une opération à tiroir. Et puis il y a un dernier tiroir qui est très utilisé, très évoqué par tous ceux qui parlent à tort et à travers sur la situation, c'est le rôle de l'Iran. Moi, je ne crois pas que les mollahs poussent sur un bouton pour faire agir le Hamas. Le Hamas a ses objectifs, l'Iran a les siens, et la meilleure preuve, si on veut, à mon avis, réfléchir, c'est que le Hezbollah, qui est encore plus proche de l'Iran que le Hamas, ce sont des chiites, le Hamas, ce sont des sunnites pour l'essentiel. Le Hezbollah a envoyé quelques missiles sur ce qu'on appelle les fermes de Sheba, c'est une toute petite zone contestée entre le Liban, Israël et la Syrie, mais c'est tout. Il n'y a pas eu d'opération de masse. Donc, si on veut déduire de l'opération du Hamas ce que l'Iran veut, alors il faut regarder pourquoi le Hezbollah ne s'est pas engagé avec toutes ses forces qui sont importantes, ces réserves de missiles qui sont très importants dans cette bataille. Bah, vas-y, apporte peut-être une. Non, mais pour moi, je veux dire. Solution, parce que non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on l'a beaucoup lu, hein, que c'était les mollahs qui utilisaient le Hamas comme une marionnette. Toi, tu dis que non. Pourquoi le Hezbollah reste silencieux pour Parce que je crois que aussi bien au Hezbollah que à Téhéran, on considère que mettre en difficulté Israël est une chose. Se lancer dans une bataille qui deviendrait une conflagration générale, ni les mollahs, ni le Hamas, ni le Hezbollah ne le veulent. Donc là, tu es en train de dire que le Hezbollah serait plus sage que le Hamas, qui ne verrait pas en fait toutes les conséquences absolument délétères de ce qu'il plus sage et sans doute moins concerné. Parce que le Liban a été souvent victime des opérations militaires israéliennes. Et ça y est, ils ont été bombardés. En 82, on a bombardé sur le sud du Liban, comme toujours. Mais disons que la cocotte minute, si j'ose utiliser ce terme, elle est dans les territoires palestiniens occupés. Mais personne ne veut le voir. C'est-à-dire, c'est ça, je comprends que les gens qui ne connaissent pas le sujet puissent parler de surprise, mais franchement, comment on peut parler de surprise ? Alors, il y a aussi eu la réponse de la communauté internationale, comme on dit, si tant est qu'elle existe encore, à ce qui s'est passé samedi. Globalement, toutes les chancelleries occidentales ont apporté leur soutien au peuple israélien et à Israël. La majorité des pays
arabes se sont plutôt rangés du côté du peuple palestinien, avec en mettant en avant le plus souvent le droit à la résistance, y compris armée. Euh, qu'est-ce que Est-ce que la communauté internationale, enfin, quel rôle joue cette communauté internationale? Je parle notamment des chancelleries occidentales. Quel rôle ils peuvent jouer là dans les moments à venir? Je vais te dire mon point de vue, tranquillement, cash. Depuis 1948, la communauté internationale a démissionné de son rôle. En soi, c'est un scandale. Ça l'est encore plus quand on sait qu'Israël et la Palestine ont été créés comme États juifs et arabes à l'époque par l'ONU. Donc l'ONU est la première concernée par ce qui s'y passe. Et une fois encore, les gens font comme si l'histoire avait commencé samedi. Mais non, l'histoire, elle a commencé en 48, lorsqu'on a expulsé les 3/4 des Palestiniens de leur terre. Elle a continué en 67, quand Israël a occupé les territoires palestiniens qui n'étaient pas encore sous son contrôle, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la bande de Gaza. On est dans une histoire où la communauté internationale fait comme si elle n'avait aucune responsabilité. Elle a, à mon avis, la première responsabilité. Et j'avoue que parfois, c'est sidérant. Tout à l'heure, à France Inter, Léa Salamé a passé elle a interviewé le rabbin Delphine Orwiller, et elle a passé un extrait d'une interview de Elie Wiesel. Elie Wiesel disait, peu ou prou, ce que je viens de dire. Il disait, les Palestiniens, il faut s'en occuper comme des êtres humains à part entière, il faut qu'ils aient leurs droits. Enfin, on se dit, mais comment c'est possible qu'un Macron, ou un Hollande, ou un Biden, etc., fasse comme si il s'était rien passé depuis 75 ans. Non, on est devant une espèce de machine qui creuse les tombes des Palestiniens, qui creuse les tombes des Israéliens. Or, je n'entends pas ça dans les discours de nos dirigeants. Alors, parce que là, il y a deux choses. Il y a la position de la communauté internationale, c'est-à-dire notamment de l'ONU, des organisations internationales, et puis tu as le positionnement de chacune des chancelleries prises individuellement. Où, globalement, ils disent à peu près, c'est pas exactement la même chose. Hein. À l'ONU, il y a quand même eu du coup, la communauté internationale organisée, c'est pas prononcé exactement de la même façon que se sont prononcés Emmanuel Macron, Olaf Scholz, etc. Est-ce que j'écoutais hier, il était invité de BFM TV, Johan Sfar, l'auteur de BD, qui disait de toute façon la France ne compte plus. La France ne compte plus diplomatiquement. La France n'est plus la voix de la France n'est plus qu'un symbole qui est important et qui était important pour Johan Sfar par rapport à ce qui se passe en Israël-Palestine. Est-ce que tu partages ça? Est-ce on est vraiment aujourd'hui, la France est assignée à un rôle de spectateur de ce qui se passe en Israël-Palestine? C'est elle qui s'est progressivement détachée de ce qui était le cœur de sa politique au Proche-Orient depuis le général de Gaulle, depuis la guerre de 67, c'est-à-dire considérer qu'il y a deux peuples, que ces deux peuples ont des droits égaux à l'autodétermination, et que la communauté internationale, parce qu'elle a créé ce problème, elle doit contribuer à le résoudre, y compris la France. J'écoute toujours avec stupéfaction des gens qui sont issus du gaullisme et qui enterrent de manière systématique le général de Gaulle. Il faut relire ce que de Gaulle a dit juste après la guerre de 67. Il a dit, on retrouvera le texte si tu veux, Israël occupe des territoires qu'il colonise et contre lequel se dresse une résistance qu'il appellera terrorisme. Tout est là. Et c'est là depuis 67, donc on ne peut pas dire que tout d'un coup, la France n'a plus de voix. Elle n'a plus de voix parce que elle est aphone, mais elle est aphone de son fait même. C'est pas parce qu'elle a trop crié, c'est parce qu'elle ne s'est pas engagée
comme elle le pourrait. Je voudrais dire une chose de plus, qui n'est pas seulement la France, parce que je trouve qu'il ne faut pas non plus considérer que Macron est le seul en cause dans cette affaire, loin de là. En décembre dernier, comme tous les ans, l'Assemblée générale de l'ONU vote une résolution sur le droit à l'autodétermination et à un État du peuple palestinien. Ce mois de décembre, comme les autres mois de décembre, il n'y a que 5 pays qui votent contre. Les États-Unis, Israël évidemment, Nauru, les îles Marshall, enfin bon. Alors on se dit, voilà, donc il y a une unanimité quasiment de la communauté internationale représentée au sein de l'Assemblée générale de l'ONU qui a compris dans quel sens il fallait aller. Le problème, c'est que les gens votent et puis après ils agissent différemment. C'est-à-dire, il y a un double langage de l'ensemble des partenaires de la communauté internationale sur ce conflit. Pas seulement sur ce conflit, mais spécialement sur ce conflit. Et ça n'est pas acceptable. Mais c'est insoluble. C'est insoluble tant qu'on reste dans le cadre actuel de l'ONU telle qu'elle est. C'est-à-dire une ONU qui a été créée après la victoire sur le nazisme, au terme de la Seconde Guerre mondiale, et où l'Occident était tout puissant et se comportait tel que. Et il y a eu ensuite la guerre froide. Enfin bref, on peut remonter l'histoire assez facilement. Mais ce qui est clair là-dedans, c'est que on ne peut pas laisser dire à Macron, à Hollande, à Biden, à Scholz, que tout d'un coup il y a quelque chose de terrible qui se passe. Ah là là, non, non, on le sait très bien, et il faut que chacun soit mis devant ses responsabilités. Du coup, ce sera peut-être la conclusion. C'est assez intéressant parce que, en fait, toi, tu offres une piste, en fait, de résolution du conflit. Comme tu dis, c'est un conflit qui a été créé par la communauté internationale. Il faut qu'il soit résolu par la communauté internationale. Or, aujourd'hui, cette communauté internationale, l'ONU, elle va pas. Donc, si on réforme finalement les règles qui régissent cette organisation qu'est l'ONU, on peut peut-être imaginer qu'une solution puisse être trouvée. Ça va sûrement de pair, c'est-à-dire l'évolution de l'ONU vers un fonctionnement qui donne toute sa place au Sud, pour dire les choses simplement, hein, qui ne soit plus un terrain où les Occidentaux font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. C'est évident que c'est aussi un élément du conflit tel que nous le voyons. Je voudrais revenir, c'est pas obsessionnel, mais c'est quand même important, sur la comparaison avec 73, qui est inévitable puisque le Hamas a choisi la même date que l'offensive égyptienne et syrienne de la guerre de 73. Mais il faut aller jusqu'au bout de la comparaison. Moi, je pense personnellement qu'il y a 5 éléments, 5 leviers pour une solution du conflit. D'abord, la résistance palestinienne. Surtout, à mon avis personnel, si c'est une résistance politique qui mise sur la société, sur les désirs, les aspirations des jeunes Palestiniens, plus que sur des opérations comme on les a vues, qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour l'image des Palestiniens en Israël, mais aussi dans le monde. Donc la résistance. Et on voit depuis quelques années que Oslo est mort et que les Palestiniens ne veulent plus en entendre parler. Ils veulent de vrais droits égaux. Dans un État ou dans 2 États, à la limite, les 2 sont possibles, mais dans les 2 cas, c'est droits égaux, nationaux et individuels. Deuxième élément important, le front arabe. C'est-à-dire la capacité qu'aura ou non la résistance palestinienne à obtenir le soutien d'un monde arabe rénové, engagé sur cette cause. Non pas pour la guerre, mais pour la paix, on est bien d'accord. Troisième levier, c'est évidemment l'opinion publique mondiale. Moi, je suis frappé, quand je regarde de près l'ensemble des enquêtes d'opinion qui ont pu être faites ici ou là, tout ce que racontent les journalistes, les militants, les universitaires, je ne parle pas que d'Israël et de la Palestine, mais de toute la région. Je suis frappé que
les peuples sont beaucoup plus avancés que leurs dirigeants. En France, par exemple, je ne prends que cet exemple, une nette majorité de Français dit avoir une mauvaise image d'Israël et de sa politique. Les Juifs américains sont vent debout contre la politique israélienne. Pas aujourd'hui, mais depuis un long processus, disons, de détachement à l'égard de la politique de Netanyahou et de Trump. Et puis, last but not least, les gouvernements. C'est-à-dire la capacité que l'opinion des peuples a de faire bouger les gouvernements. Ce qui est clair, et j'en finis avec ça, c'est évidemment qu'à un moment donné, il faut aussi que les Israéliens prennent le train de la paix. Et là, je dois dire que l'exemple de 73 est très intéressant. Tu ne t'en souviens pas, évidemment, par définition, moi oui. Il y a eu deux phases, deux temps. Il y a eu le temps de la riposte de Tsahal, qui a été bien malmenée par les Égyptiens et les Syriens, qui finalement a évidemment traduit le rapport de force réel au plan militaire par une victoire finale dans cette guerre-là. Et puis il y a eu un second temps, où les Israéliens qui soutenaient massivement l'action de leur armée ont commencé à se dire à dire à Golda Meir, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment c'est possible? Vous n'avez entendu rien, vous n'avez prévu rien, vous êtes responsable par votre politique, ou pour être clair, le Parti travailliste à l'époque, est responsable de cette impasse sanglante. Eh bien, moi je crois, en tout cas je l'espère, qu'après une phase d'union nationale qui paraît dans les tuyaux, hein, on sent que en Israël on va avoir bientôt un gouvernement avec Netanyahou, Lapid, Gantz, etc. Mais je crois qu'après tout ce qui peut se passer, hélas, il y aura aussi un moment de réflexion. Et moi, je ne crois pas que le mouvement qui a entraîné des centaines de milliers d'Israéliens dans les rues, il n'était évidemment pas un mouvement pro-palestinien, ça va de soi, mais il était un mouvement de défense de la démocratie. Je crois qu'on va le retrouver, ce mouvement, dans le processus de maturation de la société israélienne. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'ai une toute dernière question, Dominique. Tu as fait de la comparaison avec 73. Est-ce que tu penses que des belligérants extérieurs pourraient entrer en jeu? Je pense notamment à l'Égypte, par exemple, ou à d'autres pays arabes qui pourraient, comme en 73, dire bon bah maintenant on y va et on va défendre les Palestiniens. Je ne le crois pas un seul instant. Je peux me tromper, et si je me trompe, je reconnaîtrai mon erreur. Je crois que nous ne sommes plus dans ce temps-là. Pas seulement au Proche-Orient, un peu partout. On voit bien, quand on regarde les choses, qu'aucune guerre n'a été gagnée par les Occidentaux, du Vietnam à l'Afghanistan et à l'Irak. Donc, l'idée que les États auraient les clés de la solution, non, je crois que la solution, elle est fondamentalement dans les sociétés et dans la capacité de ces sociétés à se mobiliser. Tu disais tout à l'heure... Je ne veux pas dire qu'on ne fait pas des erreurs. Ah non, non, il y a quand même des guerres entre États en permanence. Bien sûr, mais regarde bien, il y a 20 ans ou 30 ans, les guerres, elles étaient des guerres entre États. Les pertes qu'on avait à déplorer, c'était pour 90% des militaires. Aujourd'hui, ce sont des guerres souvent internes, et où les civils comptent pour, à leur tour, 90% des victimes. Donc on est dans un autre monde. Je crois plutôt que ce qui peut se passer, et ça dépendra des jours qui viennent aussi, et du deuxième temps dont je parlais, c'est que les cartes soient rebattues. Et que donc, par exemple, puisque c'était ta question, les dirigeants arabes, y compris ceux qui ont signé avec Israël, prennent un moment de réflexion pour savoir où en sont leurs opinions. Ça aussi, c'est une chose incroyable. Tout le monde parle des accords d'Abraham comme si c'était des accords de paix. C'était pas des accords de paix puisque les pays
qui ont signé n'avaient jamais été en guerre avec Israël. Et c'était pas des accords de paix, surtout parce que la question centrale, le cancer, disons, qui a produit toutes ces métastases depuis 7 décennies, c'est quand même l'occupation de la Palestine. Et la colonisation et bientôt l'annexion, rampante ou officielle. Donc on est là dans quelque chose qui peut surgir du mouvement social lui-même, du mouvement des sociétés, à condition que les États prennent leurs responsabilités, parce que là, c'est important qu'ils jouent sur cette évolution que nous attendons. Eh ben, on suivra ça avec attention et en ce qui me concerne avec beaucoup de peur. J'ai très peur de ce qui peut se passer là dans les jours à venir et ce qui se passe depuis samedi est absolument abominable. Tu me permets de redire ce que j'ai dit au début autrement. Nous ne pouvons pas, nous qui sommes spectateurs du conflit, et éventuellement pour beaucoup d'entre nous, acteurs en faveur de la paix. Nous ne pouvons pas ne pas tracer des lignes rouges, les lignes de l'humanité. J'ai été très frappé hier par ce que j'ai lu sur les pages Facebook de mes amis en Israël, de militants de toujours, de la paix, de gens qui sont solidaires des Palestiniens, pas seulement en parole, mais des avocats qui les défendent, etc. La sidération du niveau d'horreur de ce qui s'est passé, et ça va durer avec Gaza maintenant, elle est quelque chose que nous devons prendre en compte. Nous ne pouvons pas, nous, surenchérir sur cette sidération. Il faut au contraire aider chacun à retrouver, dès que possible, dès que l'opération sera arrêtée, je l'espère, par l'ONU, il faut miser sur la réflexion, miser sur le sang-froid et ne pas rajouter de la haine à la haine. Merci beaucoup, Dominique.